Bonjour Mila. Bonjour. Ravi de vous recevoir pour cette première émission de l'Avocat du Diable. C'est la première émission d'une série puisque ce sera un nouveau rendez-vous sur filmmedia.com. Et je suis vraiment ravi de démarrer cette émission avec vous parce que c'est une émission qui va donner la parole à des personnalités qui sont connues ou pas du grand public d'ailleurs, mais qui ont quelque chose à dire d'original et surtout qui portent des valeurs. Aujourd'hui, donc, vous êtes devenu un symbole pour de nombreuses personnes en France. Alors, est-ce que vous assumez ce rôle de symbole? Est-ce que vous le subissez? Comment est-ce que vous le vivez? Je l'assume parfaitement, j'aurais jamais la prétention de le dire de moi-même. Je suis un symbole, je sais que ma parole compte et c'est pour ça que je veux en faire quelque chose de bien, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Mais je le subis quand les gens ne me définissent que par ça, parce que c'est quelque chose de blessant, sachant que je suis et que j'ai des projets dans les domaines artistiques depuis toujours, bien avant ça. Que ça c'était quelque chose que j'aurais jamais envisagé, toute cette histoire-là. Mes valeurs seront toujours les mêmes, hein, malgré ça, que ça arrive ou non. Mais je peux le subir d'une certaine manière parce que voilà, je peux plus être parfois tranquille, parler de quelque chose qui n'a rien à voir ou exprimer sur les réseaux ou dans la vraie vie avec des gens qui vont toujours avoir un regard pas malveillant du tout, mais un regard un petit peu malsain qui me fait du mal, un regard de pitié. Et ça, c'est quelque chose, s'il y a bien quelque chose avec le harcèlement que je vis quotidiennement qui est très douloureux, c'est le regard de pitié des gens, parce que je suis quelqu'un qui ne porte pas de masque. Quand je dis que je vais bien, je vais bien. Quand je vais pas bien, ça se voit aussi. Et de voir que des personnes veulent toujours que tout ce que je dise corresponde à leur petit scénario, et qu'on ne me parle jamais d'autre chose que ça, c'est-à-dire que tous les jours, que ce soit des gens qui viennent me voir, que je rencontre à des soirées ou avec lesquels des gens qui viennent me parler sur Internet, il n'y a pas de bonjour ni rien, on va me poser des questions malsaines, des questions, des fois je leur en veux pas forcément à ces gens parce que c'est juste de la curiosité, mais n'être défini que par ça, ça fait que d'une certaine manière, je peux me sentir complètement déshumanisée, quoi. Même si je vois pas de malveillance, c'est plus maladroit qu'autre chose de la part de ces gens. C'est une image qui a sans doute été forgée par les médias, même si vous apparaissez finalement très peu sur les médias. Pour autant, quel rapport vous entretenez aujourd'hui avec les médias? Je suis sollicitée très très régulièrement. Mais généralement, je ne veux plus faire d'interviews, etc. Pourquoi? C'est fatigant. Voilà, on dit beaucoup de moi, évidemment, que j'ai soif de ça, j'ai soif de buzz, que j'ai besoin d'aller chialer sur un plateau télé. Voilà, c'est les termes qu'emploient souvent les gens. Les mêmes questions sont posées à chaque fois. Des fois, pas un mot ne change. Et de voir que les gens attendent, mais que je dise quoi? Je réponds à chaque fois. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me dis, mais je suis vraiment définie que par ça, si ma parole compte. Alors autant que je puisse m'exprimer, j'ai plein de belles choses à raconter, j'ai plein de sujets, qu'ils soient épineux ou non, sur lesquels m'exprimer. C'est fatigant et à force à chaque fois d'être sollicitée, il m'arrive très souvent de me sentir utilisée. Et c'est ce que je veux fuir absolument comme la peste, parce que reconnaître la bienveillance d'un média, j'en suis capable, mais pour répondre à chaque fois aux mêmes questions, des questions sur comment ça s'est passé au tout début, alors que ça a été répondu 1000 fois. Recherchez mon prénom sur Internet, vous la trouvez, l'histoire, ça se sait de partout. Les gens qui changent l'histoire, ils le savent pertinemment. Voilà, tout le monde est au courant. Je réponds aux mêmes questions, exactement, à chaque fois. C'est déjà ça, c'est fatigant. Je refuse de m'exprimer pour faire de l'audience. Moi, si je veux m'exprimer, c'est parce que j'ai des mots qui portent et parce que je veux utiliser ça. Alors votre présence est commentée, votre absence aussi est commentée parfois. Vous êtes arrivé avec Cyril Hanouna. Qu'est-ce qui vous est arrivé avec Cyril Hanouna exactement? Puisque vous avez refusé de participer à cette émission. Et ce refus a été mal pris. Ouais. Ce refus a été clairement mal pris. J'ai été, en fait, dès le début de l'affaire, excessivement sollicitée par l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste. C'est-à-dire que je recevais de divers journalistes, il y en avait je crois 3 ou 4, je ne sais pas si c'est les journalistes exactement, mais voilà, j'ai dit non dès le début. Voilà, j'avais montré ça à mes parents, j'avais dit non avant, je les bloquais carrément et j'étais
c'était limite du spam en fait, les demandes que je recevais de cette émission. Puis j'ai décidé, voilà, ça s'est fait, on en a déjà parlé au travers de médias, comme vous le savez, de s'exprimer sur un média au début parce qu'on pensait que ça se calmerait, quoi, que j'allais m'exprimer. Donc j'ai choisi Quotidien, qui est un petit peu leur émission rivale, d'après ce que j'ai pu comprendre. Le lendemain, l'émission Touche pas à mon poste, le sujet c'était moi. C'était Mila, a-t-elle bien fait de s'exprimer à la télé? Donc c'est là où on a entendu, si je me trompe pas, Cyril Hanouna, qui a dit que si j'étais sa fille, il me mettrait une baffe. C'est là où en fait les chroniqueurs se sont rassemblés parce qu'ils ont pris le seum pour voilà, cette hypocrisie en fait elle était bien présente et je l'ai rarement vue aussi amplifiée. Quand on a commencé à voir que la télé parlait de moi, on le savait en fait, et même d'ailleurs, je crois qu'avant cette émission avait parlé de moi, je ne suis pas sûre, mais on savait d'avance que cette émission allait me cracher dessus et que ce présentateur, que monsieur Cyril Hanouna allait s'essuyer les pieds sur moi. Et c'est exactement le terme que mes parents ont employé et qu'on pensera toujours, parce que ça c'est inacceptable. Mais en réalité, ça en dit long sur la façon dont les médias veulent vous enfermer dans un rôle, dans une image en fait. En réalité. D'autant que la communication, vous l'avez, puisque vous êtes extrêmement présente d'un point de vue médiatique, mais sur les réseaux sociaux. Bien sûr, je suis beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux, je suis très active sur mon compte Instagram, et ce que les gens qui me suivent savent pertinemment, c'est qu'il y a celle qu'on voit à la télé, et il y a celle que je suis réellement, et une partie de moi que, évidemment, on n'est jamais exactement les mêmes sur les réseaux, mais il y a une partie de moi que j'aime livrer à ma communauté, que ce soit dans tout ce qui est artistique, je montre certaines choses de ma vie, et je vois que beaucoup de gens, et même des gens qui ne pensent pas du tout comme moi, ils aiment bien me suivre pour ce que je fais, pour ce que j'ai d'autre à dire. Et ça me fait du bien, parce que ces gens-là, et ça je l'ai déjà dit sur d'autres plateaux, dans d'autres émissions, ces gens-là, c'est des gens qui participent à mon bien-être. Ça fait du bien d'avoir une communauté de personnes qui sont là, qui apprécient ce que je fais, d'avoir un certain soutien qui n'est pas forcément malsain et que c'est pas toutes des personnes qui m'idéalisent dans ce rôle, dans la liberté d'expression, parce que oui, je tiendrai toujours les mêmes valeurs, mais je me sens pas non plus forcément légitime d'en être le symbole, même si ma parole compte. Quels sont les messages aujourd'hui que vous voulez faire passer, et en particulier à votre génération, aux jeunes? Je pouvais vraiment avoir un gros message à faire passer, c'est d'apprendre à pas avoir peur. Vous avez l'impression que c'est une génération qui a peur, que votre génération... C'est une génération qui a peur et qui, attention, c'est pas forcément qui n'est pas capable d'intégrer les notions de harcèlement, mais qui ne veut pas le reconnaître. C'est que ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je considère qu'on est dans une jeunesse, dans une génération aujourd'hui qui est capable de reconnaître les faits de harcèlement seulement quand ça les arrange. Et parce que avec les procès, avec les procès suivants qui viendront à l'avenir, je veux montrer, et pas, voilà, ce serait au travers de mes réseaux sociaux, etc. Mais je veux montrer que rien de tout ça n'est légitime. En fait, et je vois déjà que certaines mentalités changent parce que je reçois souvent et de plus en plus des messages de personnes, que ce soit même des personnes qui m'ont persécuté avant ou qui ne pensaient pas comme moi. Tout le monde est libre de ne pas forcément penser comme moi. Mais je vois des personnes qui viennent me dire qu'ils ont ouvert les yeux et que leur mentalité change. Et j'ai presque une poussière dans l'œil quand je lis ces messages. Parce que ça fait du bien de voir ça. Après, sur mon compte Instagram, j'ai des messages à faire passer de temps en temps, mais je veux dire, ça reste évasif et c'est minoritaire parce que ce que les gens veulent pas trop comprendre quand ils sont pas informés, c'est que mes réseaux sociaux, bien avant l'affaire, maintenant et toujours, ce sera toujours mes projets, ce sera toujours mon art, ce sera les choses que j'aime produire, des projets qui sont encore en cours. C'est une partie de moi en fait, c'est pas du militantisme mon compte, c'est pas du tout ça à la base. Et c'est-à-dire que même si je suis quelqu'un de menacé et que je suis dans certaines positions, je vais pas m'arrêter de poster ce que j'ai envie de poster parce qu'on veut beaucoup que je m'efface des réseaux sociaux et que je me soumette d'une manière complètement absurde. Je vais pas m'arrêter de faire du nu artistique, de faire des chansons, de faire tout ce dont j'ai envie. Et si un jour j'ai envie d'en faire du militantisme, ça se saura.
mais c'est pas le cas pour l'instant. Si j'ai des messages à faire passer, c'est quand l'envie me prend. C'est pour ça que je pense ne pas être un symbole de la liberté d'expression. Et je pense qu'il y a des gens comme Zineb El Razaoui, Mohamed Sifawi et Zora Bitan. Il y a des personnes, je pense, qui sont bien plus légitimes que moi, qui sont plus informées, qui militent tous les jours et qui se battent vraiment. Donc moi, bien sûr que je me bats. Mais moi, je me bats aussi pour rester la jeune fille que j'étais avant, pour garder mes rêves, pour toujours essayer de me rendre heureuse, pour toujours trouver une sortie quand ça va pas. Et j'y arrive. Et je veux pas perdre ça. Je suis née avec la joie de vivre. Je suis née avec plein d'ambition. Je suis quelqu'un de créatif et je veux le rester. Et je dis quelque chose quand j'ai envie de le dire parce que j'ai mes valeurs, parce que vous avez les vôtres, c'est pour ça que je suis ici, c'est pour ça que ça me plaît. Pourtant, je pense que des personnes sont bien plus investies et ont un combat et une voix qui porterait beaucoup plus. Moi, ma voix, elle porte parce que ce qui m'est arrivé, parce que je suis jeune, mais j'ai pas toutes ces qualités, tout ce passé derrière moi non plus que ces personnes que je viens de citer, par exemple. Si on veut vous connaître, il faut lire votre livre, Je suis le prix de votre liberté, où justement vous dévoilez, où vous parlez de vous, donc à la première personne, où vous faites aussi une analyse qui est parfois très pertinente sur la société dans laquelle on vit, et notamment sur les réseaux sociaux. J'ai lu cette phrase qui me paraît fulgurante. Vous dites « Le harcèlement est l'un des principaux fonds de commerce de Twitter ». Ça veut dire qu'il y a un effet néfaste des réseaux sociaux aujourd'hui et que ce serait d'une certaine manière entretenu? Bien sûr. Et honnêtement, c'est ce que je pense et ça peut être vu comme quelque chose qui sort du complot. Mais pour commencer, je vais vous dire quelque chose qui est tout bête. On parle surtout, le terme c'est de cyberharcèlement. Et c'est bête, hein, mais si on y réfléchit un minimum, le cyberharcèlement, il n'aurait jamais existé d'une autre manière que si les réseaux sociaux n'existaient pas. C'est les réseaux sociaux, je pense qu'on n'est pas en sécurité là-dessus, et je ne vais pas dire plus parce qu'on ne l'a jamais été, parce que il y a des choses, mais que ce soit venant de Twitter, de TikTok, Instagram, il y a des efforts qui sont faits, je vois, sur la plateforme, mais ce qui fait la facilité à harceler une personne, évidemment, parce que voilà, les réseaux sociaux d'un côté c'est quelque chose où tout est amplifié, où ça fait plus de bruit. Et puis on aura beau contacter Twitter, on aura beau si on faisait des manifestations, n'importe quoi, on peut manifester. Quelque part, les réseaux sociaux ne veulent pas ça. Moi, nombre de fois, quand je scrolle sur TikTok, ce que j'aime bien faire quand j'ai rien à faire, par exemple certains soirs, je vois très souvent des personnes qui sortent un peu du moule, des gens un petit peu bizarres, pas très beaux, des vidéos qui sortent un petit peu de ce qu'on voit, par exemple, ou même pas forcément. À chaque fois, nombre de fois où on voit les commentaires qui se multiplient et qui sont haineux. Il y a des choses pour masquer les mots-clés. J'ai essayé, j'ai tout essayé. Moi, étant une personne harcelée et ciblée, ça ne marche pas. Il y a tellement de choses, en fait, qui seraient parfaitement possibles. Mais quand une personne est mise en avant par l'algorithme de ces réseaux-là, justement, ça fait plus de buzz, ça marche mieux. Et quelque part, la plateforme, elle y gagne. Et voilà, on n'est pas en sécurité sur les réseaux, que ce soit pour la contribution, même par exemple pour mes procès à moi de Twitter qui a été très, très difficile, pour retrouver l'identité, etc., donner des informations sur les personnes. Il y a beaucoup de choses qui manquent en fait. Et si ça continue comme ça, des jeunes qui vont se suicider, mais pas forcément des jeunes, des gens qui vont se faire attaquer. Maintenant c'est une mode, la sauce. Surtout les jeunes, tout le monde vous dira ce que c'est. Qu'est-ce que c'est alors pour ceux qui ne savent pas? La sauce, c'est le lynchage et l'humiliation publique sur un réseau social. Et les gens adorent ça. Même des gens qui, justement, c'est ce que je disais, le harcèlement, c'est le dénoncer que quand ça les arrange. Parce que quand c'est une personne comme moi, que ces gens-là n'aiment pas, c'est pas du harcèlement. C'est pas du harcèlement, c'est la liberté d'expression, on a le droit de t'insulter. Voilà. Ça, c'est ce que j'entends depuis longtemps. Ou alors, ça arrive quand je vais... il y a quelque chose que je fais de temps en temps, et j'avais fait ça avec ma mère il n'y a pas longtemps pour lui montrer. Il y a une plateforme avec des lives où c'est un peu des adolescents qui font pas grand-chose de leur journée et qui passent un peu leur temps dans leur lit à faire des lives avec des gens qu'ils connaissent pas. J'ai un peu appris à connaître le truc. Qui discutent, on voit souvent des embrouilles, des trucs comme ça. Et j'arrive dans les lives où on voit ma photo, mon prénom, et les gens souvent me reconnaissent.
Et en fait, je fais des captures vidéo un peu de ça pour peut-être un jour le montrer. Et on voit voilà les gens qui insultent, ouais Mila cette grosse pute, des gens qui veulent me faire monter en live. Et en fait voilà, rien que ce que j'ai vu il y a pas longtemps avec ma mère, c'est j'arrive et les gens pas forcément qui m'insultent, c'est ouais mais Mila c'est pas, souvent les gens c'est pas la vraie. Qu'est-ce qu'elle ferait sur Youbo vu comment elle s'est fait lyncher, et ils disent ça avec un grand sourire et ils sont morts de rire parce que pour eux c'est quelque chose de drôle. Voir quelqu'un qui les aime pas forcément se faire humilier, ça ne les dérange pas. À partir du moment où c'est quelqu'un qu'ils apprécient ou même quelqu'un qu'ils ne connaissent pas forcément mais qui s'oppose à... Par exemple, moi, quand je réponds à des gens qui me harcèlent, c'est moi qui harcèle apparemment, c'est que quand ça les arrange. Et en fait, c'est là où on voit pourquoi cette génération est montée avec tant de frustration et de haine, parce que la haine, c'est une maladie et il n'y a que ça qui peut conduire à faire des choses comme ça. On ne peut plus, au bout d'un moment, légitimiser les gens qui insultent sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne sont pas informés. Maintenant, avec tout ce qu'on entend et avec tout ce qu'on a entendu sur moi et sur mon affaire ou d'autres affaires de harcèlement, on sait très bien ce que c'est le harcèlement. Ils savent très bien, ils savent pertinemment ce qu'ils font. Mais alors comment, qui leur a mis ça dans la tête et comment est-ce qu'on en... Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Déjà des sanctions bien plus lourdes sur les réseaux sociaux. Parce que c'est bien facile de supprimer le compte d'une nana qui a montré un bout de son téton. Par contre, moi je signale directement aux plateformes les messages des gens qui me disent je vais t'égorger et t'ouvrir le ventre. Là, ça dérange pas quand je signale, voilà, il n'y a aucun problème, le compte peut continuer à poster et à faire sa vie pépère. Voilà, il y a déjà des sanctions qui doivent être mises en place. Bon, ça encore, c'est quelque chose d'assez simple. Mais l'algorithme, en fait, parce que l'algorithme, il est géré déjà par les modérateurs. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui peut très facilement être géré, mais par eux. Et nous, on ne peut rien faire. Donc j'aimerais que là, ma voix, et je n'arrêterai pas de le crier, hein, on me verra partout, on m'entendra dire tout ça de partout, et indéfiniment, tant que ça n'aura pas changé. Personne, que ce soit des personnes qui en ont marre de voir ma gueule, à un moment, je ne suis pas la seule à penser ça, et à vouloir que ça change, et à vouloir que ce soit ma génération ou tout le monde soit en sécurité sur les réseaux sociaux, ce qui ne devrait pas être si compliqué à demander et à obtenir. J'aimerais que ce message passe. Vous avez l'impression d'être entendu là-dessus, à travers vos interlocuteurs, les jeunes avec lesquels vous communiquez, à travers les médias, à travers les commissions sénatoriales peut-être. Vous avez l'impression qu'il y a une écoute ou pas? Pas forcément, non. Non, j'ai pas l'impression de ça justement, et c'est grave parce que depuis le temps qu'on en parle, comment est-ce que ça va devenir? Parce que quelque part, si on arrive, on se fait forcément entendre. Au bout d'un moment, même avec l'influence que mon affaire ou que d'autres peuvent prendre au sujet du cyberharcèlement, mais tout simplement, s'il n'y avait pas de personnes qui étaient mises en avant et qui se faisaient lyncher, certains algorithmes s'abaisseraient. Le but de l'algorithme, c'est du buzz, et quelque part, c'est de l'argent qui revient à certaines personnes. Donc ça me semble totalement logique et pourtant totalement décent, quoi. Alors, ce sont des thèmes qu'on aura l'occasion de redécouvrir avec vous, donc je le disais à travers les chroniques que vous allez nous proposer chaque semaine sur filmmedia.com. Pourquoi est-ce que vous avez accepté, justement, vous qui êtes très prudente par rapport aux médias, pourquoi est-ce que vous avez accepté de nous proposer ces chroniques et d'écrire ces chroniques pour Film Média? Pourquoi j'ai accepté? Il y a différentes raisons. Déjà, quand j'ai reçu cette sollicitation, je suis directement allée voir votre site internet, je suis directement allée me renseigner, ce qui est logique. Et j'ai commencé à regarder, à comprendre tout de suite, parce que ça se voit d'office, quelles valeurs vous portez. Et ces valeurs qui m'intéressent et qui me vont droit au cœur, évidemment. J'ai voulu rapidement savoir plus. J'ai été convaincue, je me suis sentie rassurée, je ne me suis pas sentie utilisée, mais au contraire, j'ai compris que Mila en liberté, ça signifiait vraiment quelque chose ici. Je pense que ça peut être autrement une très bonne expérience pour moi. Moi qui n'ai pas pu continuer à l'école, qui n'en ai plus la force, dans plein de domaines professionnels qui sont en lien avec la clientèle, que je voulais faire, histoire de gagner un petit peu, des jobs d'étudiant que je ne peux pas faire car beaucoup de portes me sont fermées. Et c'est marrant parce que ça revient à ce que pourtant j'ai toujours pensé, et c'est comme un karma un petit peu bizarre. C'est-à-dire que je me souviens, même dès mon plus jeune âge,
que l'école c'était difficile parce que ça demandait une concentration qui me cramait le cerveau. Professionnellement parlant, j'étais perdue et tout ce qui m'a toujours attirée, c'est les domaines artistiques, c'est d'avoir quelque part, j'aurais jamais pu prédestiner ça parce que c'est impossible à imaginer, quoi. Je me disais un jour, je ferai quelque chose de grand. Et ce que je me dis depuis toujours, ce que j'ai toujours dit à mon entourage proche autour de moi, c'est que jamais je ne voudrais quitter ce monde sans avoir accompli quelque chose de grand. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai toujours voulu écrire un livre, mais je ne pensais pas que ça porterait sur ça. Mais même ça ne me suffit pas, en fait. J'ai encore plein de sensations fortes, plein de belles choses à découvrir, plein de choses à mettre dans mon CV. J'ai envie de découvrir peut-être même le domaine un peu de journaliste. Donc je pensais à des chroniques radio, c'est pour ça qu'aussi le fond du sujet, la proposition et ce type de travail m'a évidemment sauté aux yeux parce que c'est des choses auxquelles j'ai toujours un petit peu pensé et qui me travaillaient en ce moment. Les valeurs sont les miennes. Et vos projets aujourd'hui, la chanson, elle reste dans un coin de votre tête, de votre cœur, vous y travaillez toujours? C'est un projet qui vous tient à cœur? Que ce soit musicalement parlant, il y a des projets en cours sur lesquels je ne peux pas m'exprimer pour le moment. Et si vous deviez décrire votre état d'esprit aujourd'hui avec le titre d'une chanson? Ce serait une chanson qui existe ou... Une chanson qui existe, une chanson du répertoire que vous aimez, ou peut-être même une chanson que vous aimeriez écrire, comme vous voulez. Évasion. Évasion, c'est une chanson qui existe? Non. C'est une chanson qui existera. Qui commence à exister d'ailleurs. J'en dirai pas plus. Eh bien, on est très curieux. On est très curieux de découvrir la chanson. On est très curieux de vous lire sur filmmedia.com. Bienvenue sur Film Mila. Merci. Merci.